Du coup, on va débuter la troisième et dernière partie de cette journée, donc sur le photovoltaïsme au sol. Et comme pour la première partie de l'après-midi, donc je vais demander à Raphaël de venir me rejoindre et de faire une petite présentation introductive sur le cadre réglementaire, mais cette fois-ci en lien avec le photovoltaïque. Est-ce que tout le monde peut prendre place et laisser le temps à Raphaël de commencer sa discussion, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Désolé, 5 minutes de pause, c'est frustrant, mais si on veut tenir un minimum les délais. À toi, Raphaël. Merci. On est reparti sur la réglementation des centrales photovoltaïques au sol. Encore. Vous savez tout, avec l'éolien, il n'y a quand même pas grand-chose de plus à savoir, hormis le régime réglementaire de protection stricte des espèces, qui est également édicté à l'article L411.1 du Code de l'environnement. Donc cet article interdit la destruction ou l'enlèvement des œufs, des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux ou de plantes, pour ce que ça vaut pour les plantes, mais je veux dire, il y a un deuxième alinéa qui concerne les plantes, et également les habitats naturels de ces espèces. Donc, on a quand même une protection réglementaire sur de nombreuses espèces qui sont listées dans des arrêtés ministériels, pour lesquels on n'a pas le droit de porter atteinte, y compris dans les projets d'énergie renouvelable. Mais évidemment, en droit français, comme toute interdiction, il y a possibilité de déroger à l'article suivant. Pour pouvoir déroger à ce régime réglementaire, il faut donc demander déjà d'avoir le droit de déroger, et il faut répondre aussi à 3 conditions, c'est-à-dire que notre projet n'est pas possible, donc qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes pour réaliser ce projet, que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et enfin que le projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur. Donc ces 3 conditions, pour tous les projets, y compris pour les projets d'énergie renouvelable, doivent être réunies lorsqu'on demande à déroger au régime de protection des espèces. Pour la première condition, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Donc là, en fait, même sur les 3 conditions, il y a tout un tas de jurisprudences qui existent qui vont dans un sens et dans l'autre. Je pense que si on les comptait, il y aurait 50-50 à peu près. Donc on essaie de se baser sur les plus récentes et sur celles qui ressemblent le plus aux projets sur lesquels on travaille. Mais donc il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Ça pose la question de l'évitement, notamment, qu'on a vu sur la localisation du projet. C'est-à-dire que à l'intérieur du projet, à l'intérieur d'une zone d'implantation, on peut varier sur tout un tas de paramètres, les machines, les implantations d'éoliennes ou de panneaux solaires. Mais par contre, pourquoi a-t-on choisi ce lieu pour développer le projet ? Ça, c'est une autre question. Pourquoi faire un parc éolien en forêt quand il existe de grandes plaines agricoles qui sont moins porteuses d'enjeux pour la biodiversité ? C'est plutôt là-dessus que va se poser la question de cette première condition. Pour le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, là on est plutôt sur les statuts de menace des espèces qui sont concernées par les impacts. Et enfin, pour les raisons impératives d'intérêt public majeur, donc la loi d'accélération du développement des énergies renouvelables a inscrit la présomption de cette RIIPM, on dit ça dans le jargon, pour les projets d'énergie renouvelable. Donc, dans le cas d'un projet d'énergie renouvelable qui demanderait une dérogation espèce protégée, on présume qu'elle remplit la condition de raison impérative d'intérêt public majeur. Alors il y a des décrets qui sont sortis qui fixent quand même un plancher en matière de production d'énergie. Donc une seule éolienne, par exemple, ça ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. Par contre, à partir d'un certain nombre de mégawatts, on est dedans. Alors c'est une présomption, donc c'est pas quelque chose qui est octroyé d'emblée, mais en tout cas, comme on est dans une politique de mix énergétique qui va plus vers les énergies renouvelables, on est quand même dans cette présomption. Donc le dossier de dérogation espèces protégées, il est instruit en DREAL, en Normandie.
Elle se déroule en parallèle de l'autorisation principale. Donc on a vu qu'on était sur une autorisation environnementale ICPE pour les éoliennes, et on va voir juste après sur quoi on est pour les parcs photovoltaïques. L'instruction, elle dure de 6 mois à 1 an environ. Ça dépend de la taille du projet. Sur les parcs éoliens offshore, je pense qu'on sera sur plus d'1 an. Elle nécessite un avis du Conseil scientifique régional ou national du patrimoine naturel, les avis CSRPN ou CNPN, dont on entend souvent parler. Et on a besoin d'avoir l'arrêté de dérogation espèces protégées pour pouvoir commencer les travaux, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant d'avoir le permis de construire. Si on est dans le cadre d'une dérogation, il faut aussi attendre cette autorisation-là. Voilà. Et souvent, quand on en arrive au stade de demander une dérogation espèces protégées, donc c'est parce qu'on a des impacts résiduels qui sont significatifs sur des espèces protégées. C'est-à-dire qu'après les mesures d'évitement et de réduction, on en arrive à se dire que finalement, on impacte quand même toujours ces espèces-là qui sont protégées. Du coup, on rentre dans le cadre de la compensation dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'on vise une absence de perte nette de biodiversité. Alors, pour les parcs photovoltaïques, donc là, on est dans le cadre d'une autorisation qui s'appelle le permis de construire, qui est instruit par les services de l'État, c'est-à-dire la direction départementale des territoires et de la mer. Le délai moyen d'instruction, il est aussi de 1 à 2 ans. En matière de biodiversité, on regarde l'étude d'impact sur l'environnement, donc qui est composée des mêmes chapitres que pour l'éolien. L'état initial. Donc, dans le cadre de l'état initial, sur les parcs photovoltaïques, en fait, les dossiers de parcs photovoltaïques sont plus récents, en tout cas en Normandie, que les dossiers de parcs éoliens. Donc on est un peu en retard sur les exigences environnementales des dossiers de parcs photovoltaïques, mais ça s'améliore. Donc sur un parc photovoltaïque, on n'est pas sur les mêmes impacts, vous imaginez bien, qu'on impacte plus de groupes d'espèces et de façon différente. Mais il y a quand même un minimum d'état initial à réaliser, c'est-à-dire au moins une étude faune-flore 4 saisons sur tous les groupes d'espèces qui peuvent se trouver sur la parcelle. Ça paraît basique, mais c'est vraiment pas le cas de tous les dossiers. Donc, comme pour l'éolien, on étudie les impacts bruts du projet, c'est-à-dire si je recouvre toute ma surface de panneaux, quels sont les impacts sur la biodiversité. On met en place des mesures d'évitement et de réduction. À l'issue, on calcule les impacts résiduels. Si ces impacts résiduels sont significatifs, alors on peut rentrer dans le champ de la dérogation espèces protégées. Et surtout, on doit prévoir de la compensation. Et enfin, quand le parc est en exploitation, il y a des suivis qui se font tout au long de l'exploitation. Quelles sont les pressions et les opportunités des parcs photovoltaïques sur la biodiversité ? Donc, en matière d'impact négatif, on a l'utilisation de surfaces que j'ai mis entre guillemets naturelles parce que on a quand même des politiques publiques qui flèchent les projets de parcs photovoltaïques sur des zones de friches, des zones donc, qui étaient d'anciennes carrières ou d'anciens sites industriels, qui sont parfois en fait abandonnés depuis tellement longtemps que la nature a repris ses droits et qu'en fait on a tout un tas d'enjeux de biodiversité qu'on n'aurait pas imaginé sur des terrains de friches. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de problématiques malgré qu'on utilise des terrains dégradés. La phase chantier, elle engendre de la perturbation d'espèces, d'habitats. On peut aussi être sur de la destruction d'habitats ou d'individus, flore ou faune. Les panneaux solaires font de l'ombrage, notamment c'est une problématique qui se pose pour la flore et les insectes qui sont dépendants de la flore. Et donc on observe, les études scientifiques démontrent une perte de diversité spécifique liée à l'installation de panneaux. Les panneaux, ils modifient aussi la répartition des eaux pluviales qui tombent sur la parcelle, puisque l'eau ruisselle sur les panneaux et puis vient en fait pénétrer dans le sol au bord des panneaux, contrairement à avant. Donc tout ça, évidemment, ça a des impacts sur le milieu, sur les espèces. Il y a des études aussi qui démontrent que les panneaux, selon leur inclinaison, peuvent causer des confusions avec des surfaces en eau pour les chauves-souris qui chassent sur les plans d'eau ou sur des insectes aquatiques qui viendraient pondre sur des panneaux. Alors là, c'est pareil, c'est très spécifique. Et il y a aussi un truc qui est particulier dans les énergies renouvelables en général, mais vous l'avez bien vu ce matin avec l'éolien en mer. C'est pareil avec le photovoltaïque et sur l'éolien terrestre, mais en fait, c'est des énergies qui sont tellement récentes, même si on peut pas dire que la source d'énergie soit récente, mais par contre, le procédé est récent et donc on a peu d'études. Et du coup, c'est ce qu'on disait, en fait, il y a toujours des biais dans les études. Et plus il y a d'études et moins ces biais sont importants. Donc on essaie de se baser sur ce qui existe, mais il n'existe pas non plus une foule de références.
Donc certaines études montrent cette confusion. Alors ce serait sur des panneaux qui sont vraiment presque inclinés à l'horizontale. Donc c'est pas tous les panneaux qui sont concernés, mais en tout cas c'est un des risques qu'il faut prendre en compte quand on fait une étude d'impact. Pour le solaire flottant, bon là c'était pas le sujet, mais c'est aussi une technologie qui commence à se développer. On peut avoir de la pollution plastique des plans d'eau suite à l'installation de flotteurs en plastique. Et ça, c'est assez logique et démontré, mais quand on clôture 17 hectares de centrales solaires, évidemment, ça coupe les continuités écologiques, et donc on a moins de possibilités pour les espèces de se déplacer. Alors, certains impacts positifs, ça peut être la sanctuarisation de certains habitats, donc on peut le voir comme ça. Par exemple, mettre des panneaux photovoltaïques sur une prairie, ça permet de faire en sorte que cette prairie reste une prairie et ne devienne pas une culture dans le temps de l'exploitation de la centrale, en tout cas. On a une meilleure gestion d'habitats en friche. C'est vrai qu'on a des sites qui sont quand même très impactés par certaines problématiques d'espèces exotiques envahissantes ou qui gagneraient à être mieux gérés. Donc ça permet ce genre de choses. Et puis après, les mesures d'accompagnement, comme pour l'éolien, permettent d'avoir un impact positif sur certains points. La séquence ERC dans les parcs photovoltaïques, donc pour l'évitement, c'est assez logique, mais développer le solaire sur un site artificialisé, c'est-à-dire une toiture ou un parking, ça a évidemment moins d'impact sur la biodiversité que lorsqu'on s'installe dans une zone naturelle. Donc, en termes de biodiversité, la logique serait de développer d'abord le solaire sur ces sites-là. En termes financiers et d'incitation et de développement de la filière, c'est pas ce qui est privilégié. Mais en tout cas, en termes de biodiversité, c'est clair. Le choix du site, c'est comme pour l'éolien et tous les projets. Il vaut mieux choisir un site où il n'y a pas d'enjeu. Et le design du parc, donc au sein de la zone qu'on développe, éviter les zones à enjeu, donc les zonages environnementaux, et les forêts, les plans d'eau, les zones humides. Voilà, tout ça, c'est de l'évitement qui peut être intéressant, mais qu'il faut aussi réfléchir à l'échelle du projet. Parce qu'on a parfois l'évitement, par exemple, d'une mare, ou d'une dépression humide qui sert de mare. Et en fait, tout autour, on va avoir 10 hectares de panneaux. Donc l'évitement, il est parfois total, entre guillemets, on évite 100% de la mare, mais en fait, le milieu alentour n'est plus favorable au développement des espèces qui sont présentes. En matière de réduction, on a toujours cette possibilité de faire les travaux en dehors des périodes sensibles pour la biodiversité. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué, parce que autant dans l'éolien, on avait la possibilité de cibler certains compartiments, alors que là, souvent, on est sur des espaces, sur des zones qui présentent en fait une mosaïque de milieux qui est favorable à tout un tas d'espèces et qui sont présentes toute l'année. Donc, il faut vraiment viser les bonnes périodes pour réaliser tel ou tel travaux. C'est un peu plus de la dentelle. Ensuite, on a le design du parc, donc la réduction de l'emprise du parc avec la suppression de certaines zones où on aurait pu mettre des panneaux, l'espacement entre les panneaux eux-mêmes ou entre les rangées de panneaux qui permettent un ensoleillement ou une répartition de l'eau pluviale qui est quand même moins perturbée, l'inclinaison des panneaux, donc dans le cadre de ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi la gestion de la centrale, donc il y a le nettoyage des panneaux qui est nécessaire. En règle générale, en tout cas dans tous les projets que j'ai vus, c'est fait au jet d'eau. Donc il n'y a pas de produit qui est utilisé pour nettoyer les panneaux. Je ne sais pas si ça s'est fait par ailleurs, parce que j'ai souvent la question, les développeurs ont souvent la question comment sont nettoyés les panneaux, mais a priori c'est qu'avec de l'eau. Et puis il y a aussi toute la gestion de la végétation. Donc parfois on a des projets de pâturage sous les panneaux qui se réalisent de très peu, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de moutons ou d'éleveurs. Mais voilà, après tout ce qui est gestion différenciée de la végétation, c'est quelque chose qui peut être utilisé en mesure de réduction. Et en matière de compensation, la recréation de milieux qu'on aurait détruits. Ensuite, en matière d'accompagnement, on a le déplacement de plantes. Donc je crois qu'on va en entendre parler tout à l'heure. En tout cas, sur certains projets, ça se fait. La création de mares, la plantation de haies. Donc ça, c'est pas de la compensation, parce que c'est peut-être pas des choses qui ont été détruites sur le site. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse créer des mares sur une partie qui n'a pas été utilisée ou planter des haies. Ça, c'est très souvent utilisé dans la partie paysagère, parce que
On essaie de cacher la centrale photovoltaïque, mais ça peut être une opportunité aussi pour la biodiversité. L'installation de nichoirs, la fabrication d'hibernaculum et des actions de pédagogie autour du projet de la biodiversité. Quelques exemples de ces mesures. Donc en phase chantier, réaliser les travaux en dehors des périodes sensibles. Donc là, c'est plutôt le calendrier des périodes favorables aux inventaires, mais disons que si on le prend dans le sens inverse, on peut dégager des périodes qui sont plus favorables à la réalisation de travaux. En dessous, vous voyez des exemples de balisages qui peuvent être mis en place pendant la phase chantier pour éviter d'écraser des stations de plantes, avec les engins de chantier par exemple. On voit régulièrement la mise en place de barrières à amphibiens, donc pour empêcher les amphibiens de pénétrer sur la zone de chantier et donc de se retrouver au milieu des engins. On a plusieurs types de barrières à amphibiens. Là, je vous ai mis 2 exemples. Il y en a une qui est donc une barrière anti-amphibien pour éviter qu'ils pénètrent sur le site, et d'autres barrières à amphibiens là, qui permettent leur capture. Donc, c'est des barrières qui sont plutôt verticales, qui permettent pas de passer d'un côté à l'autre, mais sur lesquelles on peut mettre des petits passages. Donc tous les amphibiens vont passer par ces quelques passages forcés et on peut les récupérer dans des seaux et les emmener ailleurs lorsque le site est détruit, par exemple. C'est pas du tout un projet de centrale photovoltaïque, mais c'est un bon exemple de barrière à amphibiens. La création de mares, bon, je ne vous détaille pas. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, mais voilà, c'est du génie écologique aussi. Il y a des façons de faire plus ou moins intéressantes. Les micro-habitats pour la faune, donc quand on est sur des terrains qui sont dégradés, on a souvent des tas de déchets ou des tas de gravats qui servent en fait d'habitat à certaines espèces protégées, notamment des reptiles. Donc tout ça, évidemment, avec le chantier, c'est supprimé, mais c'est quand même des habitats d'espèces protégées. Et donc l'objectif, c'est de leur recréer un habitat favorable. Donc c'est les fameux hibernaculums ou les pierriers ou ce genre de choses qui permettent en fait aux reptiles et aux amphibiens d'avoir des habitats qui sont maintenus sur la parcelle. Alors c'est des choses qu'il faut entretenir aussi au fur et à mesure, parce que souvent on prévoit d'implanter tel ou tel hibernaculum, et puis en fait au fil du temps la construction, quand c'est des tas de branchages surtout, se s'use en fait avec les aléas météorologiques, donc il faut prévoir de recharger. Voilà. Pour ce qui est donc des corridors écologiques, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a moyen aussi de mettre des clôtures qui sont perméables à la petite faune. Pour la grande faune, on n'a pas de solution. Mais pour la petite faune, on peut mettre un grillage qui est un peu surélevé ou des passages à faune régulièrement le long de la clôture. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place et jusqu'ici, tout le monde, tous les projets le proposent. Et si c'est pas proposé, on le prescrit. Voilà. Des questions ? Merci beaucoup Raphaël pour cette deuxième présentation. On a une petite partie de questions également. Oui, j'ai vu passer en CDPNAF là, en début de mois, dans le Calvados, 3 projets de photovoltaïque au sol avec des arrêtés préfectoraux de dérogation à l'étude environnementale, sous prétexte que c'était des petites surfaces. Au contraire, ce n'était pas justement des gros projets, c'était des petites surfaces. Mais là-dedans, il y avait une ancienne carrière, les autres, je ne sais plus ce que c'était. Et donc, j'étais époustouflée qu'on puisse prendre un arrêté préfectoral, ce qui est... Enfin, j'ai dit qu'il y a le moindre écolo qui a mis les pieds sur le site pour voir s'il y avait quelque chose, quoi, quand même. Et donc, voilà, les 3 sites sont passés. Il y avait une proposition sur des terres agricoles qui a été rejetée. Et par contre, sur ces 3 sites-là, je vous dis, une ancienne carrière, je crois qu'il y avait une friche. Bon, ce n'est pas des grandes surfaces non plus, mais enfin quand même qu'il y a un minimum de diagnostic écologique sur arrêté préfectoral, point à la ligne, de dérogation à l'évaluation environnementale. Donc, je ne sais pas, voilà, question. Je ne connais pas cette terre, je suis désolée, je n'ai pas entendu parler de ça. Nous, alors, on fait... Dérogation à l'évaluation environnementale, c'est une demande de cas par cas. C'est pas... C'est juste cas par cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre dossier qui sera déposé après. Oui, au moment de la construction, peut-être ou c'était juste pour la ville, là, je sais pas. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu fort, quand même. C'est pas un permis d'État. Parce qu'il est inférieur à un certain seuil et il n'y a pas un permis d'État. Donc, du coup, c'est pas un permis qui est porté qui est installé par les services de l'État.
Il y a un seuil minimum, effectivement, pour faire l'objet d'une étude d'impact obligatoire, et quand on est en dessous de ce seuil, c'est du cas par cas, donc c'est-à-dire que c'est l'État qui décide est-ce qu'il y a besoin ou non pour un seuil de production ou de surface. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dont on a parlé, là, la séquence ERC, ça s'applique à tous les projets de n'importe quelle taille et de n'importe quelle ampleur. Donc, peu importe, et c'est pareil pour la dérogation espèces protégées, peu importe qu'il y ait étude d'impact obligatoire ou non, dans tous les cas, il faut quand même évaluer ces impacts sur l'environnement. Et s'il y en a, il faut les prendre en compte, les compenser, voire rentrer dans le régime de dérogation. Donc, c'est pas parce qu'il y a exonération d'études d'impact qu'il n'y a pas d'impact et qu'il ne faut pas les évaluer. J'ai pas eu l'impression qu'à un moment on allait les évaluer, franchement, puisqu'on donnait l'avis de la CDPNAF pour que le préfet derrière donne l'autorisation. Et à quel moment derrière ça va ressortir? La CDPNAF, c'est un peu tard. Un peu de petite surface, ça passe au cas par cas. Oui, c'est ça, oui. Donc, en fait, c'est la DDT qui donne son avis, et puis après le préfet n'accepte pas l'avis de dérogation. Et donc, une fois que c'est comme ça, c'est passé. Bah après, il faut qu'il soit autorisé, le projet, dans tous les cas. Là, on parle que de l'évaluation environnementale, qui est obligatoire ou non. Mais après, il faut un permis de construire, dans tous les cas, pour installer quoi que ce soit. Donc il y a un moment où ça va passer dans les mains de quelqu'un qui essaiera de relever. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'instructeurs dérogation espèces protégées, on ne voit pas tous les projets d'énergie renouvelable, mais surtout tous les projets de la Normandie, tout ce qui est lotissement, zone d'activité. On en voit certaines parce qu'elles font l'objet d'évaluations environnementales, qu'elles sont assez grosses. Ou alors parce que quelqu'un nous alerte sur les impacts potentiels. Mais on n'est pas en capacité de regarder tous les dossiers. Et en plus, on ne nous demande pas de le faire. Donc, Vous soulevez le problème et personne n'a dit qu'à un moment, il y aurait quelqu'un pour regarder avant qu'on fasse le photovoltaïsme. C'est déjà à donner, mais quand il y aura un permis de construire, un permis d'aménager, il y a un article du Code de l'urbanisme, cette fois-ci, qui fait le lien avec le Code de l'environnement, qui est 325-15 ou 315-25, je ne sais jamais, qui dit bien que c'est pas parce que vous avez le permis de construire, un permis d'aménager, que vous ne devez pas vous occuper des autres réglementations. Et c'est là où nous, en dérogue et espèces protégées, on peut rattraper quelques projets de temps en temps, mais attention au faudrait. Et il y a plein de projets qui passent sous les radars de l'animal, c'est au-dessous du seuil. mais le jour où il y a les travaux, si l'OFB est amené à passer dans le coin et à repérer qu'il y a des atteintes qui ne sont pas encadrées par une dérogation ou par une autorisation quelconque, là, ça peut poser des problèmes. Il y a des conséquences. C'était le côté systématique en plus sur 4 projets qui sont passés comme ça. Ok. Une autre intervention. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous êtes en relation, s'il y a un lien qui est fait avec l'Observatoire des friches qui est en train d'être monté par le PFN, je crois, depuis quelques années en région, et pour orienter, enfin je ne sais pas de quelle manière, mais d'orienter au maximum les porteurs vers les friches les plus polluées, vers lesquelles on sait que le recyclage du foncier il sera soit impossible, soit trop coûteux, plutôt que d'orienter vers des herbages ou des pelouses silicicoles ou autres, quoi. Alors ça, c'est plus une question de la planification des énergies renouvelables, vers quel site on va. Donc c'est un peu ce qu'on a abordé ce matin. Avant qu'il y ait la loi d'accélération des énergies renouvelables avec les zones d'accélération dont parlait mon collègue ce matin, on a fait un travail en Andréal sur les zones favorables au développement de l'éolien. Donc là, on a fait un peu le travail en fait, qui a été fait très rapidement en fin d'année dernière avec la superposition de toutes nos couches en fait, qui représentent les enjeux de l'État, dont des couches qui sont relatives à la biodiversité. Et donc on avait mis en place des zones qui étaient plus ou moins possibles pour le développement de l'éolien. Et en fait, on partait sur la même chose pour le photovoltaïque, mais la loi d'accélération est sortie et du coup, on n'a pas eu le temps de faire le travail pour le photovoltaïque. La couche existe dans le portail ENR, donc les communes peuvent la consulter. Mais nous, Bureau Biodiversité, et même DREAL et État en général, c'est pas nous qui fléchons
Nous, on a nos couches d'enjeux et nos enjeux, en fait, si vous voulez, on fait toute une phase d'accompagnement avec les porteurs de projets. Donc, à partir du moment où ils ont un projet à développer sur une zone, ils nous contactent et on fait des réunions d'accompagnement, de pré-cadrage avant dépôt du dossier pour qu'on puisse justement leur communiquer ces enjeux-là. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que la friche est polluée qu'il n'y a pas de biodiversité dessus. C'est un peu le souci. On a des grandes décharges, par exemple, qui ont été recouvertes d'une couche imperméable qui permettent de limiter la pollution au site et qui sont donc valorisables en photovoltaïque sur le papier, mais finalement on découvre qu'il y a énormément d'enjeux de biodiversité et que c'est pas du tout pertinent de s'installer à cet endroit-là. Donc c'est pas automatique, quoi. C'est pas parce que c'est une friche polluée que c'est pas intéressant pour la biodiversité. Du coup, juste le temps que notre seconde intervenante se mette en place pour la partie visio, on va prendre une ou deux dernières remarques, mais on peut déjà mettre en place le diaporama. Je peux le faire sans micro. C'était juste une remarque par rapport à ce que disait Claudine. Il y a quelque chose qui permettrait de récupérer ça, c'est la clause filet. Mais la clause filet est tellement mal boutiquée dans le droit actuel que c'est quasiment inapplicable. Il faudrait faire évoluer ça. La clause filet, c'est en fait quelque chose qui est au cas par cas et qui va être non considéré en quelque sorte et qui peut être récupéré et renvoyé au service instructeur en disant attention, là, vous allez dire qu'il n'y a pas besoin d'une étude d'impact, or il y a la présence de telle ou telle chose qui mérite tout de même une étude d'impact. Et personne ne connaît ce dispositif-là, personne ne s'en saisit, et ça permettrait de récupérer pas mal de choses si c'était vraiment mis en application de façon rigoureuse. À condition d'être très très réactif, parce qu'en effet, oui, c'est ça, les critères pour pouvoir mettre cette clause filet sont assez... Et ça nous arrive d'être alertés par tel ou tel service ou même telle ou telle personne sur ce dossier, puis on creuse un peu. Alors après, il faut avoir les moyens, le temps, etc. de le faire, mais ça arrive quand même. Et la CDNPS devrait pouvoir se saisir et demander justement l'application de cette clause filet. Oui. Pouvez-vous redonner le nom du ça s'appelle la clause filet. C'est rajouté au... Oui, comme un filet, c'est un filet qui est fait pour récupérer en fait ce qui passe à travers un filet à petite maille qui récupère ce qui passe à travers les grosses mailles. Le récent décret agrivoltaïsme, quelle est sa compatibilité avec la biodiversité? Vous n'en avez pas parlé là? Du coup, j'ai pas toutes les réponses, mais je peux prendre cette question parce que donc je suis pas instructrice de permis de construire de parcs photovoltaïques, mais seulement contributrice pour les services de la DDTM. Et j'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que sur l'agrivoltaïsme, il y a quand même moins d'enjeux de biodiversité. Je parle de biodiversité, hein, pas du reste. Des avantages qui sont apportés par les prairies en Normandie, et d'ailleurs on en a parlé déjà en CSRPN, mais en tout cas je note la question. J'ai pas étudié la question sur le décret agrivoltaïsme. Et là par contre c'est refusé en CDPNAF systématiquement. Oui, bah alors après il y a d'autres réglementations en Normandie en fait qui refusent l'agrivoltaïsme. On a aussi des acteurs qui sont contre. Mais c'est un peu compliqué parce que la loi pousse à ce qu'on développe cette filière. Et je pense que la Normandie ne pourra pas toujours rester sur sa position. Donc il y aura certainement des discussions et qui concernent entre autres la biodiversité sur ça. Bah oui, mais Monsieur Morin, voilà. Oui, non, mais je sais bien, je sais la position. On en a parlé ce matin. Il y a une prescription dans le SRADET qui n'est pas favorable au développement de l'agrivoltaïsme. Et pour le moment, c'est très compliqué d'instruire ce genre de projet. Mais la loi ne va pas dans ce sens et ce serait étonnant que la Normandie soit la seule région qui continue à interdire l'agrivoltaïsme. À suivre. Merci beaucoup Raphaël.
Je vous propose maintenant qu'on passe à la deuxième intervention sur cette thématique du photovoltaïsme au sol. Et donc, on va accueillir une intervenante en visioconférence. Donc, il s'agit d'Alice Baudouin. Et donc, l'objectif de cette présentation, c'est de nous faire un zoom en fait sur l'impact pour les chiroptères, spécifiquement de la mise en place de panneaux photovoltaïques au sol. Donc Alice, si vous m'entendez, vous pouvez activer votre micro. Vous êtes en plein écran et peut-être faire un test pour passer les diapos si tout est bien OK. Très bien, parfait. Bonjour tout le monde. Je veux bien sûr. Ouais, bon, je vais pas arriver à site. Donc je me présente. Moi, je suis Alice Baudouin. Je travaille actuellement dans un bureau d'études à Sisteron, dans le sud, en tant que chargée de mission, en particulier sur la R&D. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact du photovoltaïque sur les chauves-souris, puisque j'ai réalisé déjà au sein d'un précédent poste à la LPO-RA une étude sur le sujet. Donc, je vais vous présenter quelques résultats qui en sont issus. D'un point de vue plus général, donc ça a été brièvement dit dans la présentation précédente, mais en fait, on a assez peu de connaissances sur l'impact du photovoltaïque sur la biodiversité. Pourtant, c'est une technologie sur le photovoltaïque au sol qui existe déjà depuis une bonne dizaine d'années. Mais sur les vertébrés, donc ce que je vous présente là, c'est le travail d'une étude du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui a fait un résumé de toutes les études qui existent d'un point de vue scientifique à l'international. Donc, alors, en 2023, il n'y avait que 9 études qui étaient faites sur des vertébrés, 6 seulement qui mentionnaient les chauves-souris, et il n'y en avait que 2 qui étaient sortis, dont le sujet principal était les chauves-souris. Donc, c'est vraiment très pauvre. Ces 2 études, ce qui est quand même positif, c'est qu'elles avaient des conclusions assez similaires, avec un impact des parcs photovoltaïques au sol sur l'activité des chauves-souris. Donc, on parler de l'activité des chiroptères, à savoir qu'en fait, quand on étudie les chauves-souris, la plupart du temps, on va utiliser des enregistreurs automatiques à ultrasons qui, du coup, nous permettent d'obtenir un nombre de cris ou de contacts de chauves-souris sur la nuit. Et on appelle ça l'activité des chauves-souris, avec l'idée que plus on a d'activité, plus on a de chauves-souris qui sont présentes. La première étude qui est sortie en 2023, elle était de Savadi et elle avait été faite en Hongrie. Donc, dans leurs travaux, ils ont comparé des zones avec des parcs photovoltaïques au sol et des zones avec une végétation similaire mais sans panneaux. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'on avait une forte modification de la communauté des espèces qui étaient présentes. Et donc, sur le parc photovoltaïque, on retrouvait beaucoup plus d'espèces anthropogènes, donc d'espèces qui ont l'habitude de s'adapter aux activités humaines. Tandis que sur les autres zones témoins, on avait des communautés plus sensibles, des espèces plus sensibles. La deuxième étude, c'est celle de Tinsley, qui a été faite ce coup-ci au Royaume-Uni. Et donc là, il montre qu'on a une activité qui est réduite pour 6 des 8 espèces qu'ils ont étudiées sur les parcs photovoltaïques, et donc un effet qui est significativement négatif des parcs sur les chauves-souris. En 2021, on a lancé le projet PV-Chiro. Donc, c'est un projet qui était porté par la LPO-ORA, financé par l'OFB et la Compagnie nationale du Rhône, qui est un développeur ENR, avec le soutien du Muséum d'histoire naturelle de Paris, le CESCO, les mêmes personnes que vous avez déjà mentionnées plus tôt sur l'éolien. Donc, dans ce projet, on avait 2 axes de travail. Un premier à l'échelle du paysage, donc pour essayer de comprendre ce qui se passait autour des parcs photovoltaïques et au sein d'un parc photovoltaïque en tant qu'habitat. Et le deuxième axe, plutôt à l'intérieur des parcs, où là, on a fait de la trajectographie 3 dimensions pour essayer de comprendre le comportement de vol des chauves-souris et savoir si elles étaient en chasse, en transit, et ce qui se passait pour les chauves-souris qui étaient sur les parcs. Le premier axe paysager va donner lieu à un article qui est en cours de rédaction. Le deuxième axe de trajectographie a déjà donné lieu à une publication scientifique. Pour vous résumer très rapidement les résultats, sur l'axe paysager, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait là aussi, en France, un impact significatif des parcs photovoltaïques sur l'activité des chiroptères. On a observé qu'on avait moins d'activité de chauves-souris sur les parcs que dans tous les types d'habitats alentours,
que ce soit de l'agricole, que ce soit de la forêt, du milieu ouvert, de l'urbain. Et que plus on allait vers le cœur du parc photovoltaïque, et moins on avait d'activités de chauve-souris. Ces effets, ils ont été montrés comme significatifs à la fois pour des espèces qui sont généralistes, comme les pipistrelles, qui normalement sont moins sensibles, mais aussi sur des espèces que l'on sait sensibles aux activités humaines. Et ces effets, ils ont été... Donc, pour cette étude, on a travaillé exclusivement sur des parcs de la CNR. Et c'est un développeur qui fait déjà des efforts pour installer ces parcs sur des zones dégradées, de type remblai lors de la canalisation du Rhône. Et en plus de ça, ils mettent en place des actions pro-biodiversité. Et malgré ça, on a encore des effets négatifs sur les chauves-souris. Par contre, ce qu'on a pu montrer qui était intéressant, c'était que le design des parcs, il peut jouer un rôle et réduire les effets potentiels. Et par contre, on a encore besoin de se questionner là-dessus. Sur le deuxième axe lié au comportement de vol, là, ce qu'on a pu montrer, c'est à nouveau un effet négatif de l'impact des parcs photovoltaïques, un effet qui était généralisé sur plusieurs espèces, plusieurs groupes d'espèces. Et globalement, ce qu'on retrouve, c'est une réduction de l'activité de chasse et une augmentation de l'activité de transit par rapport à des sites témoins très similaires. Donc vraiment, on peut considérer que les parcs photovoltaïques constituent une perte d'habitat de chasse de chauves-souris. Les mécanismes qu'on met derrière ça, c'est soit une réduction de la disponibilité en proie, puisqu'on a une modification de la végétation au sol, donc du cortège d'insectes associés, et donc potentiellement des proies des chauves-souris associées. Donc c'est des zones qui deviennent moins intéressantes et donc elles y vont moins. Soit on a un potentiel mécanisme d'aversion pour les panneaux. Donc ça a été évoqué tout à l'heure. Donc il y a des travaux qui ont été faits il y a quelques années sur le risque de collision des chauves-souris avec des surfaces lisses. Donc où effectivement, si on met une surface vraiment horizontale ou totalement verticale, il y a un risque de collision pour les chiroptères. Par contre, en France, moi, sur les plupart des sites où j'ai été, les panneaux, ils sont pas totalement lisses, ils sont granuleux, et puis on a un cadre métallique autour des panneaux, avec en plus des rainures blanches. Donc en fait, pour moi, la version des panneaux, elle vient pas tellement du risque de collision, elle viendrait plutôt du fait que juste ça représente une surface plane, et donc quand elles reçoivent leur écolocation, les chauves-souris, elles ont du mal à comprendre ce qu'il y a en dessous d'elles, et donc juste elles évitent la zone, puisque c'est quelque chose qu'elles ne connaissent pas. De ces travaux est sorti un guide technique pour une meilleure intégration des enjeux chiroptères sur les centrales au sol. Vous pouvez retrouver ce guide soit sur le site de la LPO Aura, soit je peux le transmettre aux organisateurs de la journée. Donc ce guide, il a deux parties. Une partie A où c'est vraiment un retour sur l'état de l'art et sur les connaissances que nous, on a acquises. Et une partie B où c'est plus concret pour appliquer ces connaissances. Je vais vous en détailler rapidement le contenu de la partie B. Donc il y a un premier chapitre sur comment inventorier un site concerné par un projet de centrale. Et donc là, notre objectif, c'était de proposer un protocole pour homogénéiser les études d'impact et de suivi. Parce que comme ça a été évoqué plus tôt, en fait, actuellement, il y a quasiment un BE, une étude. Chacun a ses méthodes. Et donc, du coup, c'est très pour un développeur de savoir quel BE va proposer la meilleure méthodologie. Et derrière, pour les élus ou pour les services de l'État, c'est très compliqué de savoir pouvoir comparer les projets entre eux, de pouvoir évaluer si un projet est plus impactant qu'un autre. Donc nous, on a cherché à donner des repères pour permettre d'évaluer la qualité du volet chiroptère et donc pour donner des grandes gammes aux services de l'État pour se repérer un petit peu. On a cherché à définir des éléments qui étaient vraiment indispensables, qui devaient apparaître dans n'importe quelle étude d'impact, quel que soit le cas considéré, et on a aussi mis des éléments ajustables. Clairement, ce protocole, il est voué à évoluer. Il est déjà beaucoup critiqué par différents acteurs. Mais au moins, maintenant, il y a une base. On considère qu'on a pu donner une base de discussion, une base qui va être critiquable et qui va permettre d'avancer. Je vous résume très rapidement les éléments qui doivent apparaître et qui, à notre sens, en tout cas, sont indispensables. Donc, tout d'abord, il faut que le BE propose de l'étude acoustique passive, donc avec des enregistreurs automatiques. Ensuite, il faut que le nombre d'enregistreurs soit suffisant. Il arrive que sur certaines études que moi, j'ai eu l'occasion de consulter, on a un enregistreur pour un site d'étude de 25 hectares. Ça, c'est pas possible.
Nous, on a fixé un seuil entre 3 et 5 enregistreurs pour 5 hectares sites d'études. Ce seuil, il est très discuté. Forcément, ça va dépendre du contexte, de la zone, des impacts, etc. Mais en tout cas, un enregistreur pour 20 hectares, c'est pas possible. On estime qu'il est très important qu'il y ait aussi 3 passages annuels pour pouvoir échantillonner 3 stades de vie différents des chauves-souris et que ces passages soient suffisamment espacés. Un autre point fortement décrié, c'est l'installation d'un site témoin. Donc ça, pour nous, c'est indispensable qu'il y ait un site témoin, un enregistreur qui soit positionné dans une zone qui ne sera pas affectée par le projet. Donc ça, c'est très compliqué à développer pour les développeurs ENR, puisque ça veut dire sécuriser du foncier sur du long terme qui ne pourra pas être valorisé autrement que comme site témoin. Et pour nous, pourtant, ça apporte énormément parce que ça qui va permettre de voir si les effets qu'on observe au cours du temps, ils sont dus au parc photovoltaïque ou simplement à une évolution interannuelle, au changement climatique ou que sais-je. Mais disons, si on n'a pas ce site témoin, on ne peut pas être sûr que c'est dû au parc ou pas. Il est important aussi que sur les études d'impact, il y ait une recherche de gîtes. Et enfin, on pense qu'il est aussi indispensable qu'il y ait des demandes de dérogation ou pas, qu'il y ait des suivis post-implantation et que ces suivis soient faits avec la même méthodologie que pour l'étude d'impact. Actuellement, ce qui se passe très souvent, c'est que c'est un bureau d'études qui fait l'étude d'impact et un autre qui fait le suivi. Et malheureusement, la communication entre les deux n'est pas forcément facile, la transmission de données brutes non plus, et du coup, il est quasi impossible de comparer le avant et le après. Et dans ce cas-là, comment faire pour savoir si mes effets, ils ont été réels, s'ils ont été négligeables, s'ils ont été compensés, puisqu'on n'a pas de méthode de comparaison. Le deuxième chapitre de cette partie, c'était intégrer, comment améliorer les projets pour intégrer les enjeux chiroptères tout au long de la vie d'un projet. Et donc, ça a été rappelé juste avant, mais pour nous, l'un des éléments importants, c'est de revenir à la base de la séquence ERC, c'est-à-dire l'évitement. Actuellement, le plus souvent, ce qui dirige le choix d'implantation d'un parc photovoltaïque, c'est le foncier. Et donc, parfois, on va négliger les effets, les enjeux, parce qu'on a une opportunité foncière. Et malheureusement, du coup, c'est de base, on zappe l'étape d'évitement. Et ça, c'est vraiment dommageable. En plus de ça, actuellement, comme je l'ai dit, on a très peu de connaissances scientifiques sur les effets réels des mesures, que ce soit de réduction ou de compensation. Et donc, tout de suite, partir de l'évitement et aller sur de la réduction de la compensation, c'est encore difficile de savoir si on réduit vraiment les effets et si c'est, au final, on a un impact positif ou pas sur la biodiversité. Ensuite, pour améliorer un site pour le rendre favorable aux chiroptères, donc globalement, ça va être les mêmes prérogatives, enfin les mêmes préconisations, pardon, que pour la biodiversité de manière globale. Par contre, c'est sûr que tout le site ne pourra pas être favorable à tous les taxons. Il faudra peut-être faire des zones un peu différentes pour que ce soit partagé par tous les enjeux. Et un autre élément important sur lequel on a voulu insister, c'était la gestion de la végétation avec ce qu'on a appelé le dilemme du pâturage. En fait, depuis quelques années, il y a énormément... au départ, on avait de l'éco-pâturage et c'était assez vertueux, puisque l'idée, c'était de venir réduire la fauche mécanique et donc notre consommation de pétrole, etc. C'était très vertueux. Sauf que ce qu'on voit de plus en plus, c'est que désormais, le pâturage, il n'est plus fait par des agriculteurs, il est fait par des sociétés d'éco-pâturage. Et maintenant, ce qu'on vient nous demander, on a eu le cas, sur un projet sur lequel j'ai travaillé en Ardèche, on nous disait, en fait, on doit développer ce parc photovoltaïque ici, parce que la société d'éco-pâturage n'a plus assez de terre pour faire paître son troupeau, et donc elle a besoin de plus de terrain. Donc en fait, on en vient à développer des parcs photovoltaïques pour mettre des brebis d'éco-pâturage qui étaient censés réduire l'enjeu, être plutôt pro-biodive sur d'autres, faire des mesures pro-biosecteur. Donc le système, il a un petit peu perdu de son sens, d'autant que les charges pastorales sont rarement maîtrisées par ces sociétés d'éco-pâturage. Et donc, on se retrouve parfois à avoir des parcs où on a beaucoup de brebis, beaucoup de moutons qui vont être mis en très peu de temps et avec un pâturage tournant qui va être très rapide. Et donc, la biodiversité ne retrouve jamais sa place puisque dès qu'on a un petit peu d'herbe, on remet les moutons de ce côté-ci. L'autre côté, c'est ras, ça repousse un tout petit peu, on remet les moutons et donc pas de place pour la biodiversité.
Là, c'est un petit schéma qui est dans le guide et qui replace un petit peu tous les éléments favorables à la biodiversité qu'on pourrait imaginer mettre en place. Je vais appuyer quelques éléments. Donc, pareil, ça a déjà été dit, mais essayer de conserver les structures paysagères existantes. Si il y a déjà une zone humide, une mare, on la conserve. S'il y a une haie, on la conserve, etc. De plus en plus, il y a des études qui montrent que ça peut être très intéressant de différencier les semences qui sont faites sous les panneaux et entre les allées, puisqu'on n'a pas les mêmes conditions d'éclairage ou d'hygrométrie. Essayer le plus possible d'utiliser des semences avec des végétaux locaux. Donc ça se développe énormément. Il y a beaucoup plus de filières qu'il y a 5 ans, donc c'est important de faire cet effort. Et enfin, je voulais parler des obligations légales de débroussaillement. Donc je pense que je ne sais pas trop. Moi, je suis dans le sud, donc je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit encore très appliqué en Normandie, puisque l'objectif de ces OLD, c'est de réduire le risque de contamination d'un feu depuis le parc vers les milieux alentours. Donc dans le sud, c'est devenu une très très forte contrainte, mais je pense que cette contrainte a vocation à remonter petit à petit vers le nord. Et ce qui se passe, c'est que actuellement, en PACA par exemple, c'est 150 mètres coupe rase, quasiment non négligeable. Nous, on essaye de faire en sorte que on puisse négocier d'avoir quelque chose en pas japonais, donc avec des petits fourrés qui sont suffisamment espacés pour réduire le risque incendie, mais qui pourraient quand même permettre à la biodiversité de circuler. Et surtout, ces OLD sont souvent négligés dans les études d'impact. Les études d'impact, elles vont se concentrer sur le parc en lui-même, souvent en négligeant l'impact des OLD, l'impact des pistes, l'impact des fossés qui vont être creusés pour enterrer les lignes derrière, et l'impact de toutes les lignes de raccordement qui vont devoir être faites. Et ça faudrait que ça évolue. Je continue ma présentation très rapidement ici sur le projet qui est lancé en 2024 qui s'appelle Kiroltaïk, donc avec un partenariat assez large, dont l'objectif c'est vraiment de continuer ce qui a été fait sur PV Kiro, donc avec 2 axes, plutôt un premier qui est sur l'évitement et la planification, donc avec l'objectif d'aller voir à quelle échelle, maintenant qu'on sait qu'il y a un impact des parcs au sol, d'aller voir à quelle échelle ça se fait. Est-ce qu'on est sur la centaine de mètres? Ou est-ce que, comme les éoliennes, on est sur plusieurs kilomètres? Et surtout, le gros objectif, c'est de voir la sensibilité en fonction du milieu d'implantation de la centrale. Si la centrale s'est implantée en forêt, en zone humide, en milieu ouvert ou sur une ancienne carrière, est-ce qu'on a des différences d'impact? Et donc ça pourrait permettre de réaxer un petit peu les choix de positionnement des centrales. Le deuxième axe, c'est sur la réduction. Donc là, c'est vraiment plus les aspects du design ou de la gestion de la centrale qui peuvent permettre de réduire les impacts qu'on aura observés. Donc, Kiroltaïk, ça débute tout juste. Les premiers résultats sont attendus pour 2027. On a prévu de travailler surtout sur la zone PACA, Méditerranée, PACA, Sudora. Mais par contre, on aimerait beaucoup voir que ce projet se développe dans d'autres secteurs, parce que je sais que le centre de la France, la Normandie, la Bretagne sont de plus en plus terrain à développement du photovoltaïque. Donc, je pense qu'on a besoin aussi d'études. Pour conclure, est-ce que le photovoltaïque au sol est une menace pour les chiroptères? La réponse est plutôt oui, parce que pour l'instant, la réglementation est plutôt clémente avec le développement du PV, d'autant que, comme ça a été rappelé, on a une législation qui encourage le développement des ENR. Donc forcément, il faut une réglementation un petit peu plus souple pour que ça marche. Malheureusement, le développement, la connaissance scientifique ne suit pas cette rapidité du développement. On a besoin de temps en science pour faire les choses. Et là, on n'arrive plus à aller assez vite. Et les premiers résultats sont quand même assez pessimistes, puisqu'on trouve déjà, sur les quelques études qu'il y a, on est tous d'accord pour voir des impacts négatifs. Et donc, malheureusement, ça ne laisse pas présager de bons augures pour la suite. Par contre, moi, ce que je trouve très rassurant, c'est que déjà, on n'a pas de cas de mortalité directe, ou très peu, enfin du moins pas avec les technologies en France. On a déjà mis en évidence des possibilités de réduire les impacts. Et aussi, et je pense que c'est ce qui résume aussi bien la journée d'aujourd'hui, c'est qu'on voit que les services de l'État ils sont mobilisés sur cette question. Donc on peut espérer que
ça évolue rapidement et que tout le monde prenne conscience des enjeux et des besoins de cadrage méthodologique à faire assez rapidement. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Alice. On va pouvoir avoir une partie questions-réponses également, si vous souhaitez arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse éventuellement vous voir. Je pense que vous voyez la salle également. Hop, on va réduire la partie chat. Hop. Bon, du coup, je vous mets peut-être en gros plan. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, Véronique Leroux du GRAP. Nous sommes donc plus favorables au photovoltaïque sur les parkings ou hangars, plutôt que sur les terres agricoles qui sont destinées à nourrir la population, parce que ça, on n'en parle pas assez. Mais alors, que penser des hangars quand ils prennent feu? La semaine dernière, à côté de chez moi, à 4 km, il y a un hangar de couvert de photovoltaïque de 2600 m² qui a pris feu. Sous l'effet de la chaleur, il y a eu 3 explosions. Ça a été ressenti comme l'effet d'une bombe. On m'a appelé, voilà. Sur 3 km, on a constaté tout autour, donc, aux alentours, des débris photovoltaïques qui ont été dispersés dans tous les champs, qu'ils soient où il y avait des animaux, des chevaux, des vaches ou même du blé. Alors, on se pose la question sur le principe de précaution. Voilà, on était plutôt favorable à mettre du photovoltaïque sur les hangars. Hein. Mais là, je me dis que le gouvernement veut mettre du photovoltaïque sur les hangars, sur les parkings. Quand il y aura une voiture électrique dans un parking qui prendra feu, je ne veux pas faire du catastrophisme, mais on ne sait pas les arrêter. Les pompiers n'arrivent pas à les éteindre. Qu'est-ce qui va se passer? Là, ici, c'était en pleine campagne. La moisson va avoir lieu. On a des panneaux photovoltaïques partout dans les champs, des petits débris, j'ai des photos. On en a ramassé beaucoup. Qu'est-ce que la moisson, la farine, le pain, voilà. On est vraiment très inquiets par rapport à ça. Merci. Je pense que c'est pas une question pour moi, parce que je ne vois pas ce que je peux vous apporter comme réponse là-dessus. Oui. Est-ce que quelqu'un, peut-être des services de l'État, souhaite répondre à cette interrogation? Je précise que la presse a très peu mentionné le phénomène, parce que c'est une grosse affaire et un tout petit parti. Il n'y a pas de photos et on ne parle pas du panneau photovoltaïque. Et ce n'est pas la première fois. Il y a déjà des hangars photovoltaïques qui ont explosé. Donc, je ne sais pas si, voilà, s'il y a une... Raphaël, hop. Les services de l'État répondent. Donc on a bien rappelé que les parcs photovoltaïques ne sont pas des installations classées pour la protection de l'environnement, donc c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de regard sur les risques industriels qui sont associés à ce genre d'installation, mais je pense que c'est des choses qui vont se développer. On a parlé des obligations légales de débroussaillement qui sont liées au risque incendie sur les centrales photovoltaïques. Il y a aussi déjà eu des incendies qui sont déclarés sur des parcs flottants au début de la mise en place de la technologie, parce qu'il y a eu une tempête en fait, sur le plan d'eau qui a fait que les câbles, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement d'un point de vue technique, mais en tout cas ça a pris feu suite à cette problématique. On a des problèmes de surchauffe. Donc comme toute installation électrique, c'est vrai qu'il y a des risques qui sont associés, donc ils sont censés être évalués, mais malheureusement des accidents ne peuvent pas être évités. Mais je pense que de toute façon ça va monter en puissance, plus il y en aura et plus... Voilà. Il y avait 40 pompiers présents. Et on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Est-ce que ce sont les onduleurs qui ont fait que ça a explosé? Voilà, c'est la grosse question. En tout cas, on sait que les obligations légales de débroussaillement montent en puissance. Effectivement, nous, en Normandie, jusqu'ici, on n'était absolument pas concernés, mais là, depuis quelques mois, on commence à en parler. Voilà, il n'y en a pas dans tous les départements, mais c'est quelque chose qui commence à monter. D'un point de vue biodiversité, on regarde parce que, comme on a dit, il y a aussi des impacts. Mais du coup, voilà, plus la technologie va avancer et plus normalement ce sera pris en compte. Un accident n'est jamais totalement évitable, malheureusement, mais en tout cas, on prend note.
Merci. Oui, une question. James Jean-Baptiste du groupe Ornitho-Normand. L'avantage avec l'éolien terrestre, c'est que tout le monde peut se balader en dessous et découvrir des cadavres. Là, le photovoltaïque, c'est bien fermé. Et comment on peut savoir que ça ne tue pas d'animaux? Parce que si c'est un BE qui passe, son temps est compté et le nombre de jours sur le terrain est compté aussi. Et si des gens qui ne sont pas payés peuvent pas passer et mettre en évidence une mortalité qui n'existe peut-être pas, mais en l'occurrence, on n'a pas du tout accès à ces sites. Donc, on sait que les oiseaux en migration utilisent les reflets d'eau pour pouvoir se poser. La migration nocturne est très importante. Les chasseurs connaissent bien avec les gabions. Et donc, quid de ces panneaux et de la migration nocturne? Effectivement, je pense que ça doit perturber très certainement leur repère. Là-dessus, il n'y a pas de doute sur le fait que ça perturbe leur repère, que ce soit chauve-souris ou oiseaux. En fait, la question des clôtures, elle est vraiment problématique pour plein de raisons. Déjà, ne serait-ce que pour le déplacement de la grande faune, mais c'est sûr qu'aussi, ça limite le passage de naturalistes volontaires ou curieux. Mais par contre, j'ai des cas récents où certains développeurs ont réussi à faire des parcs sans clôture. Ça a été accepté par des assurances, donc dans certains cas très particuliers ou du moins avec des bonnes négociations, je pense qu'il y a moyen de trouver à faire des parcs sans clôture. Et pour la question des cadavres, de fait de retrouver les cadavres, moi j'ai fait passer pas mal de temps sur le terrain quand même, sur les parcs. Je les ai parcourus de manière très différente par rapport à un écologue classique de BE, puisque je posais pas mes appareils de la même façon. Dire que moi j'en ai jamais croisé, j'ai bien conscience que c'est pas une preuve de l'inexistence de la mortalité. Par contre, à chaque fois que j'ai essayé d'interroger différentes personnes, différents écologues qui font beaucoup de photovoltaïque, on n'a jamais rencontré de cadavres sous les panneaux, ou du moins pas de cadavre dû à cause des panneaux. Moi, j'ai clairement croisé un cadavre de 1000 ans, mais je pense mort plutôt haute tension qui passait au-dessus du parc que d'une collision avec le parc. Pour les chauves-souris, nous, ça nous paraît vraiment très peu probable qu'il y ait un risque de collision, parce que les structures métalliques sont quand même très présentes et leur écolocation est quand même très précise, donc j'y crois très peu. Pour les oiseaux, je connais moins bien. Je pense qu'il doit y avoir des risques de tentatives d'atterrissage, de tentatives de se poser sur les panneaux, mais je suis mitigée sur le fait qu'il y ait des risques vraiment réels de collision où elles arriveraient à telle vitesse qu'elles se prennent les panneaux et qu'elles soient pas capables de repartir, quoi. Qu'elles soient un peu assommées peut-être, pas capables de repartir, j'y crois moyennement. Parce qu'on voit quand même très souvent des alouettes posées sur les panneaux ou tout type d'oiseaux de milieu ouvert. Merci beaucoup Alice. Je vous propose qu'on clôture cette partie sur le photovoltaïque et les chiroptères. De toute façon, on vous donnera le contact d'Alice s'il y a besoin d'informations complémentaires sur ce sujet. Et on mettra à disposition aussi les liens, notamment vers le guide dont on a parlé. Et donc, encore merci beaucoup Alice de vous être rendue disponible et d'avoir attendu aussi dans le salon d'attente. Et encore merci, à une prochaine fois. Du coup, on va pouvoir passer à la dernière présentation de la journée. Donc là, c'est présentation d'un projet d'une centrale voltaïque qui est en cours sur le territoire de la métropole, donc sur la commune d'Enneville-en-Bourville. Et donc, on va laisser la parole à la société TSE et au bureau d'études Écosphère. Merci. Bonjour à tous. Du coup, je suis Raphaël Trombert, chargé d'affaires environnement chez TSE. Du coup, je suis accompagné de Nicolas Flamand du bureau d'études Écosphère Antenne Normandie pour vous présenter le projet de centrale solaire à Anneville-en-Bourville. Donc, c'est une centrale qui n'est pas encore sortie de terre. On a obtenu le permis de construire en 2023 et on espère une mise en service 2025-2026 au plus tard. Du coup, je vais vous présenter quelques diapositives concernant quelques diapositives de contexte. Ensuite, je passerai la main à Nicolas pour tout ce qui concerne le volet écologique du projet.
Donc quelques diapos pour vous montrer l'endroit où est situé le projet. Donc il est à 13 km à l'ouest de Rouen, dans une boucle de la Seine, donc au nord de la commune d'Anneville-en-Bourville. Donc c'est la petite tache violette qu'on voit sur le plan à gauche. Et donc vous avez un petit zoom ici à droite avec l'ensemble des parcelles qui sont concernées par le projet. Donc il y a 34 hectares à peu près. Donc c'est un projet qui est entouré de sociétés d'exploitation de carrière majoritairement, de dépollution et d'exploitation de phosphogypse au sud. Donc là vous avez quelques points de vue du site, donc au nord et au sud. Donc globalement vous voyez que la topographie est relativement plane, donc le site est entièrement en friche. Vous avez quelques linéaires de grands arbres boisés sur une partie du projet. Et globalement, vous avez tout au sud, vous voyez sur la partie au nord, les exploitations de phosphogypse qui donnent sur le site. Donc pour l'historique, il faut savoir que le site est une ancienne carrière donc qui a été exploitée pendant à peu près 40 ans par 2 sociétés successives. Donc l'activité s'est terminée en 2008. Ensuite, en 2010, le site a été racheté par la société Etares pour un projet DSD-ND, donc pour installation de stockage de déchets non dangereux, qui avait rencontré quelques oppositions territoriales, donc le projet n'a jamais abouti. Donc depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, le site est broyé annuellement au niveau de la végétation. Et il y a une activité cynégétique qui s'est mise en place pour réguler les populations de sangliers qui peuvent fréquenter le site du projet, mais également des populations qui se baladent un petit peu autour et qui ont accès à d'autres parcelles. Donc on n'a pas vite fait sur le plan paysage, on n'a aucune co-visibilité vis-à-vis de monuments historiques, d'habitations, ni de lieux touristiques, puisqu'il faut, ça se voit pas trop, mais en fait le site est légèrement enclavé par rapport au niveau des routes limitrophes. Donc avec les linéaires boisés, on n'a quasiment aucune visibilité sur le site. Il faut vraiment être au niveau de l'entrée pour pouvoir voir une visibilité totale de la surface. Voilà, et il est concerné par un seul zonage environnemental, donc c'est une ZIEF 2 que vous présentera Nicolas juste après. Mais sinon, il n'y a aucun zonage de protection naturelle, que ce soit réglementaire ou scientifique, sur le site. Donc rapidement, quelques éléments clés pour le développement du projet. Donc il a débuté dans les années 2020 avec la sécurisation du site, le lancement des études environnementales, donc tout volet confondu. Il y a ATR Environnement qui a fait le milieu humain, milieu physique et Ecosphère pour tout ce qui est volet naturel. Nous avons obtenu la délibération de la commune en 2020 et ensuite de 2021 à 2022, on a finalisé les études. On a récolté beaucoup d'avis au niveau des services instructeurs, donc DDT, DREAL, tous acteurs locaux, des sociétés qui sont limitrophes comme Ressia, le SDIS, le PNR, quelques associations, pour justement croiser les avis externes avec les analyses environnementales qui ont pu être faites par les bureaux d'études. Avec tout ça, du coup, on a pu éviter grandement les impacts, les réduire au maximum, et du coup adapter un design favorable au projet. Et on a pu mettre en place avec la métropole Rouen-Normandie quelques mesures qu'on ne développera pas, hormis celle du Vano UP un peu plus tard, qui sont encore en cours. Donc on a le balisage d'un itinéraire touristique cyclable qui ferait un détour au niveau de la centrale pour montrer un peu l'entrée du site. Il y aurait quelques panneaux de sensibilisation qui seraient mis en place à ce niveau-là. Et du coup une mesure liée au Vano UP. Donc là on a un contrat avec la métropole et la commune d'Anneville pour la gestion d'un site à ce niveau-là. Et ensuite, on a du coup déposé le permis de construire en 2022, qu'on a obtenu en 2023 avec une enquête publique, des réunions d'information avec les élus d'Anneville-en-Bourville et des communes limitrophes. Et voilà, quelques publications locales dans les journaux communaux. Et donc, lancement des travaux qui étaient prévus pour fin 2024, qui sera peut-être reporté en 2025, avec mise en service entre 2025 et 2026. Voilà. Du coup, je vais vous présenter. Donc, Ecosphère a été missionné par la société TSE pour faire le volet naturel d'études d'impact. Excusez-moi. Donc, je vais vous brosser assez rapidement les enjeux écologiques qui ont été détectés.
Donc l'ensemble des expertises écologiques ont été menées en 2020 et 2021, avec un nombre de passages assez conséquent. Donc je le rappelle, hein, ça a déjà été évoqué avant, mais il n'y a pas de cadre réglementaire particulier en termes de pression d'échantillonnage pour étudier tout projet photovoltaïque. Donc vous pourrez noter que 16 passages pour un projet photovoltaïque au sol, ça doit sortir certainement de l'ordinaire, de ce que les services de l'État doivent voir notamment. Donc à la volonté de TSE et sous conseil d'Ecosphère. Donc ces 16 passages, c'est tout groupe confondu, hein, évidemment. Donc traditionnellement, sur les études d'impact, sur les volets naturels d'études d'impact en PV, on a évidemment les oiseaux sur l'ensemble des saisons biologiques, les chiro sur l'ensemble de la période d'activité biologique également, y compris des relevés en période d'hibernation dès lors qu'on a des formations boisées et des potentialités de gîtes. La flore, les végétations, les zones humides au sens réglementaire, et les principaux taxons d'insectes, notamment ceux pour lesquels il y a des enjeux de conservation connus, donc avec des listes rouges existantes, voire des enjeux réglementaires. En termes de contexte écologique local, donc le territoire, comme le disait Raphaël, on est en SNIEF de type 2, donc une très très vaste SNIEF qui ne met pas l'accent particulièrement sur ce site d'implantation, enfin sur ce site du projet en particulier, mais qui prend la quasi-totalité de la boucle de Seine et même beaucoup plus loin. On est inclus dans le territoire du PNR, des boucles de la Seine normande, donc on a effectivement inclus dans les démarches de concertation, et notamment sur le plan écologique, le PNR. Et puis le site le plus proche, le site Natura 2000 le plus proche, est une entité de la ZSC boucle de la Seine aval, qui se trouve à quelques kilomètres du site de mémoire. Donc à Ecosphère, pour tout volet naturel d'études d'impact, on prend soin de consulter les divers acteurs qui possèdent des données écologiques qui sont susceptibles à la fois d'influencer la stratégie d'échantillonnage sur nos sites et également d'orienter vers tel ou tel taxon les recherches à mener. Donc dans les consultations naturalistes pour ce projet-là, on a consulté évidemment la DREL Normandie, téléchargé l'ensemble des bases de données communales de l'INPN. On a également téléchargé avec l'autorisation donc de l'OBHEN l'ensemble des données amphibiens reptiles sur ce site en particulier et toutes les communes attenantes. Et puis on a également consulté le GON, le GMN et la LPO pour ce site en particulier et les communes attenantes également. Donc en termes de contexte sur les usages locaux, ça c'est important de prendre en compte parce que évidemment ça a des conséquences sur les enjeux que nous avons trouvés. Et donc au préalable, on s'aperçoit qu'on est sur une sorte de clairière en fait, un peu thermophile, c'est très chaud, c'est entouré de lisières d'origine la plupart artificielle ou spontanée, liée à l'activité de la carrière quelques décennies avant. Donc on s'est dit au premier abord que c'était potentiellement une zone de refuge de la biodiversité, ce qui évidemment a eu pour conséquence d'orienter le client sur le fait de réaliser de nombreux passages de terrain. Il faut savoir que cette forme de clairière un peu thermophile, la gestion aujourd'hui, elle est assez limitée. C'est un broyage annuel en pleine saison d'activité biologique. Donc en plein mois de juillet, c'était un broyage sur la totalité de la parcelle avec une végétation ratiboisée à 5 cm. Donc évidemment, c'est de nature à limiter très fortement l'expression de cortèges diversifiés, on va dire, mais potentiellement favorable à certains cortèges de milieux pionniers. Et on est globalement sur un site où dès qu'on met les pieds dessus, on s'aperçoit bien de l'artificialisation ancienne et du remaniement des sols assez massif qu'il y a eu. Et on assiste à une forte dynamique ligneuse, hein, donc on est sur des systèmes de friches herbacées à arbustives, avec, malgré le fait qu'il y a un broyage annuel,
une friche arbustive en plein mois de juillet qui vous arrive au-dessus de la taille. Donc très dense. Avec et quasiment exclusivement basé sur des espèces exotiques envahissantes, donc de l'acacia, du buddleia, et puis divers rejets, cornouillers, etc. Donc rapidement, en termes de présentation d'enjeux écologiques, donc parmi l'ensemble des formations végétales qui ont pu être recensées, nous en avons identifié 2 qui présentent un enjeu de conservation, en lien avec les principaux documents de référence. Donc un espace de végétation pionnière sur sol sec que vous avez... On peut pointer, c'est ça ? Oui. Ici. Donc il se trouve au nord du site. Donc c'est quasiment le seul espace où la dynamique ligneuse est plutôt modérée. Et du coup, on a des espèces de pelouses sableuses bien ensoleillées, très thermophiles. Voilà, donc ça c'est le principal enjeu du site en termes de végétation. Et puis une mosaïque de friches sèches et de landes sèches qui se développaient très ponctuellement à cet endroit-là. Donc avec de la calune qui se développait. Et en dehors de ça, que des formations plutôt sans enjeu de conservation, donc non menacées. Et puis avec une forme de dégradation liée à l'usage ancien. Parmi les espèces végétales recensées, alors là j'ai plus le chiffre en totalité, mais c'est quelque chose comme 180 espèces détectées, et parmi l'ensemble des espèces, 11 espèces NT d'après la liste rouge en vigueur, ou déterminantes de SNIEF, et qui nous permet, nous, de donner des enjeux selon une grille de classification LC enjeu faible, NT enjeu moyen, etc., à certaines espèces, dont la plus forte a été la condrille effilée, qui, de par son écologie, s'est retrouvée forcément au niveau des végétations pionnières sèches en périphérie de cet habitat-là. Des enjeux réglementaires, 2 espèces protégées localisées, la pyrrole à feuilles rondes, de façon très localisée dans ce secteur-là, et puis le rebanche de la picride, elle beaucoup plus largement présente sur le site. Évidemment, c'est un habitat qui lui plaît bien, un espace de recolonisation avec des endroits très, très ouverts, très thermaux, et donc plus à minima 200 pieds localisés sur, on va dire, une très large partie du site. Et on s'est aperçu depuis que, comme c'est une espèce à éclipse, forcément, une première année, on en détecte 200 pieds, et puis on y retourne 2 ans plus tard, on peut en voir 3 pieds, et puis 3 ans plus tard, on peut en voir 500 pieds. Donc la chose a effectivement été intégrée, et donc on a effectivement pu compléter l'inventaire des orobanches de la picride. Depuis, effectivement, on en a trouvé un petit peu plus. Voilà, donc c'est un site très favorable, que ce soit ce site-là ou l'ensemble des terres pionnières qui se trouvent dans cette boucle, donc ces terrains sableux, où en fait le rebanche est vraiment très fréquente. Une espèce protégée peut être banale sur le plan de la fréquence et de la répartition dans une région. Au sens des zones humides, donc au sens réglementaire, donc le protocole a été appliqué avec évidemment les critères végétation et critères pédologiques pour diagnostiquer les zones humides. Donc on a 3 petites tâches qui se sont révélées déterminantes de ZH. On en a une petite tâche ici, et l'essentiel des tâches sont ici à l'entrée, qui sont donc très 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 ponctuelles. Donc il y a un fond juste à l'entrée ici, et puis en fait c'est essentiellement des zones de tassement probablement liées à l'activité ancienne carrière. Et puis comme je vous l'ai dit, un enjeu non pas de conservation, mais un enjeu de biodiversité globale à travers le fait que c'est un foyer d'espèces exotiques envahissantes avec à minima 5 espèces avérées. Alors, je fais plus vite sur la partie avifaune, faune globalement. La conclusion de notre diagnostic faune amène à
à conclure que les enjeux sont essentiellement liés aux populations d'oiseaux nicheurs. Donc déjà d'une, ce fameux broyage en plein mois de juillet, ça limite un petit peu tout ce qui peut se passer en dehors de la période de nidification. Donc évidemment, les amphibiens, les reptiles, les papillons, les orthoptères, donc pour ceux qui ne connaissent pas, criquets, grillons, sauterelles, sont très très limités par ce type de gestion. Les odonates, il n'y avait aucun point d'eau. Donc les chiroptères ont été également échantillonnés avec des nuits d'écoute passive et active également, et des recherches de gîtes dans les boisements périphériques. On n'a trouvé aucun gîte, et l'ensemble des nuits échantillonnées présentaient des activités faibles selon nos référentiels d'activité. C'est pas nos référentiels, c'est les référentiels d'activité Vigikiro que nous avons utilisés. Avec cette espèce détectée essentiellement des anthropophiles. Et puis, voilà, on a eu de l'oreillard également qui a fréquenté les lisières essentiellement. En plein milieu de la clairière, globalement, quasiment aucune activité. Et donc, dans les enjeux, je vous parlais des oiseaux nicheurs. Donc, parmi les principaux enjeux, on va dire des enjeux liés aux formations semi-ouvertes et fermées, donc à base de pouillophytis, de tourterelles des bois, de fauvettes des jardins, d'engoulevent qui lui évidemment vient chasser dans le milieu ouvert, mais pas uniquement sur ce site-là, et sur l'ensemble des milieux ouverts de la boucle. Et puis deux espèces de milieux strictement ouverts, le vanneau huppé et le Dicneum criard, qui se retrouvaient sur les végétations pionnières, essentiellement au nord du site. Voilà, quelques cartes, mais je vais passer là-dessus parce que c'est ce que je viens de vous dire oralement. Vous voyez, voilà, c'est la répartition des oiseaux nicheurs à droite. Là-bas, vous avez la répartition des espèces végétales en jeu, donc avec la chondrier filée dont je vous parlais tout à l'heure, à enjeu fort. Et puis les niveaux d'enjeux liés aux végétations, donc uniquement liés aux végétations pionnières sur sol sec et aux landes, aux mosaïques de landes sèches. Donc une fois qu'on a élaboré cet état initial écologique, alors on n'a pas attendu la fin du diagnostic écologique pour conseiller la société TSE sur le design à prévoir et la calibration du projet. L'idée, ça a été une démarche itérative en fait entre TSE et Ecosphère, et de les tenir au courant progressivement de l'ensemble des enjeux et des sensibilités locales. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'éviter les enjeux. Vous pouvez avoir des enjeux qui ne soient pas sensibles à l'activité PV, mais c'est bien de croiser les enjeux écologiques aux sensibilités à l'activité photovoltaïque. Donc à Ecosphère, on a élaboré une méthodologie qui consiste à croiser les enjeux avec les sensibilités pour donner une forme de note de vulnérabilité locale, et l'idée étant d'éviter toutes ces vulnérabilités écologiques. Et donc toutes celles qui ont les notes les plus élevées sont évidemment les vulnérabilités les plus fortes à éviter en priorité, etc. etc. Et donc ce qui a amené à la préconisation suivante et à la nécessité de construire un projet qui évitait tout ou partie de tous ces éléments-là, qui étaient les principales vulnérabilités locales. Donc les végétations pionnières sur sol sec ont pu être évitées à 80% par le projet. Évidemment, le projet initial était sur 100% des végétations pionnières sur sol sec. Un évitement à 100% de la mosaïque lande friche sèche, un évitement à 100% de la quasi-totalité des espèces végétales à enjeu, sauf l'orobanche, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était quasiment présente partout. Donc là, on a essayé d'éviter les stations qui présentaient l'état de conservation le meilleur, donc c'est-à-dire les environnements les plus ouverts, les plus thermaux et les moins menacés par l'embroussaillement en cours. On a également évité 100% des habitats boisés dans lesquels nichaient pouillophytis, tourterelles des bois, fauvettes des jardins, etc. etc. Et évidemment, sur la localisation des vanneaux huppés et de le Dicneum criard, vous savez tous bien que la localisation des nids de ces deux espèces est variable annuellement, donc il est strictement impossible d'éviter un nid de Dicneum criard d'une année sur l'autre, ou un nid de vanneau huppé. Donc l'idée a été de plutôt réduire l'impact sur ces espèces-là, et je vous en reparlerai juste après. On a évité l'essentiel des habitats des deux espèces d'insectes. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore la liste rouge actualisée des orthoptères, etc. Donc
on faisait avec des indices de rareté. Donc on a évité l'essentiel de l'habitat du gonfocère tacheté, pour ceux qui connaissent Myrmélothetix maculatus, et de la mélitée du plantain. Et éviter la majorité également des zones humides que nous avons identifiées. Donc voilà synthétiser le projet initial et, une fois l'évitement de l'ensemble des vulnérabilités écologiques principales, le projet final que vous avez à droite. Donc on voit l'évitement total des végétations pionnières sur sol sec, l'évitement des mosaïques de landes sèches également, et puis tout un tas d'autres évitements dans ces secteurs-là liés à des enjeux floristiques notamment. Donc on passe d'un projet à 40 MW à un projet de 30 MW, ce qui n'est pas négligeable pour la société TSE, évidemment en termes de production, mais ils savaient bien qu'en prenant Ecosphère, ils allaient faire face à ce genre d'évitement, et voilà, ça s'est fait en de très bons termes. L'idée étant de trouver évidemment les meilleurs compromis et l'évitement à tout prix des principales vulnérabilités écologiques. Et donc on passe sur une surface projetée au sol de PV de 14 hectares alors qu'initialement on était sur 18, un peu plus de 18. Alors voilà, je voulais vous présenter davantage les mesures. Tout à l'heure on a parlé beaucoup du fait que dans le domaine PV on n'avait pas de cadre réglementaire sur des suivis post-implantation obligatoires comme on peut l'avoir dans l'éolien. Et voilà, TSE en est pleinement conscient et on a trouvé une voie commune sur le fait qu'il fallait faire beaucoup plus que ce qui n'est pas demandé en réalité. Et donc, au-delà de l'évitement dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, vous les retrouvez ici, en réduction et en accompagnement et en suivi, voilà, on a mis du lourd en place, du très lourd même. Donc en termes de réduction, on a des mesures assez classiques, on en a parlé tout à l'heure, hein, avec une assistance écologique au chantier, des clôtures perméables à la petite faune, le traitement de l'ensemble des stations d'exotiques envahissantes, que ce soit à l'intérieur du PV, aussi bien sur les lisières arborées, avec également du suivi spécifique de toutes les actions de réduction. Hein. L'une des mesures les plus intéressantes pour moi, c'est celle-ci, c'est la gestion des espaces herbacés. On l'a évoqué tout à l'heure. Nous, à Ecosphère, on est plutôt hostile à l'idée de faire pâturer du bétail dans les PV, tout simplement parce qu'après retour d'expérience, on se rend compte que lorsqu'on met le doigt là-dedans, ça veut dire que l'agriculteur s'engage avec la société opératrice, et il faut évidemment qu'il y ait un revenu qui en découle pour l'agriculteur, enfin l'exploitant, et généralement c'est des pressions de pâturage qui sont totalement inappropriées et qui ne permettent pas l'expression des cortèges écologiques locaux. Voilà, on a fait de nombreux suivis de centrales solaires en Normandie pâturées, et on se retrouve avec soit des cortèges d'insectes d'une banalité affligeante, ou alors quasiment rien. Donc l'idée a été de plutôt privilégier la gestion mécanique des espaces herbacés, avec donc évidemment sur les parties où il y a de fortes dynamiques ligneuses du broyage, puisque la fauche ne conviendrait pas. Donc avec l'idée d'épuiser les souches progressivement, et puis une fauche dès lors que les espaces le permettent, donc dès lors que c'est de l'herbacé. Et puis un herçage des secteurs évités pour entretenir le caractère pionnier en fait des végétations pionnières sur sol sec. Ce qui évidemment, pour certains, vous comprendrez l'intérêt vis-à-vis de l'Odignum criard et du Vanneau UP. Pour le Vanneau UP, pour lequel nous avions 2 couples en 2020 et plus qu'un seul couple en 2021, une gestion favorable a été mise en place, donc à la fois au sein de la centrale autorisée, enfin de la centrale, pardon, aujourd'hui autorisée, et sur des espaces de parcelles voisines, donc en accord avec la métropole Rouen-Normandie. On a trouvé des sites à proximité immédiate, hein, ça doit être 1 kilomètre à vol d'oiseau, quelque chose comme ça, même un peu moins, sur lesquels on avait des fourrés arbustifs denses, et où les objectifs de conservation qui étaient fichés par les métropoles étaient convergents avec nous. Et donc la mesure va consister à réouvrir des espaces à la place de fourrés arbustifs denses,
dans lesquels un diagnostic a été fait et on n'avait pas d'enjeu de conservation particulier. Et donc ça va être une mesure à la fois commune Vano-UP et Orobanche de la Picride, voilà, sur du long terme, puisque là la centrale est autorisée pour une durée de 40 ans. Donc l'ensemble des mesures de gestion que je vous dis là, ça sera pour 40 ans à venir. Il y a tellement de choses à dire. On va également, donc on a obtenu une dérogation pour déplacement de certaines stations d'Orobanche de la Picride et de leurs plantes hôtes, évidemment, puisque elles sont parasites. Et donc elles seront mises dans des secteurs non exploités par l'EPV, donc notamment au niveau des pistes, puisque ça, on a l'impression que c'est pas très large, mais en réalité il y a plusieurs mètres, et donc tout ça sera mis sur des délaissés de la centrale PV. Il y aura des mares qui seront créées, des hibernaculums un peu partout. Il y aura de la restauration ici parce qu'il y avait des remblais, et donc tous les remblais seront retirés pour retrouver un caractère un peu plus naturel, et un suivi écologique très ambitieux sur 40 ans. Et là, on ne va pas s'arrêter juste à suivre la Vifaune nicheuse ou je ne sais quoi d'autre. C'est quasiment tous les groupes qui seront suivis, avec des suivis, on va dire, généraux, oiseaux nicheurs. Voilà, James, tout à l'heure, tu parlais des stocks EPS. Il y aura des stocks EPS qui seront repris, des mêmes points qui ont été faits lors de l'étude d'impact, avec des zones témoins, notamment au nord ici. Mais de la Vifaune également à d'autres saisons biologiques. Du suivi chiroptère avec de l'écoute passive, avec un protocole standardisé en termes de en termes de pression d'échantillonnage, et puis des suivis spécifiques. Et je vais y venir. Donc l'Orobanche, je vous en ai parlé. Ok. Donc les pieds seront déplacés dans des délaissés de la centrale. Le Vano-UP, je vous en parlais tout à l'heure. Donc voilà la parcelle qui a été trouvée en accord avec la métropole Rouen-Normandie, sur laquelle il y aura une action d'ouverture totale et de suivi sur 40 ans, et dans laquelle il y aura également la création d'une mare. Voilà, tout a été chiffré, évidemment, et contractualisé avec la métropole. Évidemment, je vous évoque ça en 1 minute, ça a pris un peu plus qu'1 minute pour arriver à ce genre de mesures. Dans les suivis que je vous évoquais tout à l'heure, à la demande de l'Adréal, il y a eu donc un comité de suivi va être mis en place avec les différents acteurs, donc DREAL, MRN, collectivités locales, et puis tout autre acteur qui vont participer à la centrale, avec évidemment l'idée d'avoir un retour sur les mesures, et donc un suivi d'efficacité des mesures. Donc je passe, par exemple, je vous évoque celui de le Dicnem-Criard. Donc là, ça va parler à certaines personnes de la salle. Donc là, il y a, dans le cadre de l'évitement des 2,3 hectares des végétations pionnières sur sol sec, et du coup, on avait eu un couple en 2020, sans pouvoir trouver le nid, donc sans la certitude absolue que le nid était présent sur site, voilà, TSE a accepté de faire un suivi de population et de s'intégrer au programme national de recherche déposé auprès du CERBPO pour capturer et marquer les oiseaux, donc à minima avec les Darvik, éventuellement avec les balises. Je dis éventuellement parce qu'à l'époque, la connaissance du programme national n'était pas connue, et donc l'existence des balises sur le Dicnem n'était pas connue, donc n'avait pas été chiffrée à l'époque. Voilà, donc l'idée étant de caractériser le domaine vital de l'éventuel couple qui nicherait, ou des éventuels couples qui nicheraient, et de voir comment ils utilisent la centrale ou comment ils n'utilisent pas la centrale. Ah ben voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions suite à cette présentation assez riche? Ouais. C'est quoi la maintenance d'un parc photovoltaïque? Il y a du monde tous les jours dessus? Non. En général, c'est annuel et c'est l'entretien des panneaux, essentiellement. Éventuellement, entretien des locaux s'il y a besoin, et c'est aussi l'entretien de la végétation. Donc c'est 1 ou 2 passages annuels, mais pas plus. Après, il y a eu des préconisations sur la fréquence d'entretien au sol.
Donc l'entretien des végétations herbacées a été orienté sur une fauche tardive, évidemment dans le contexte d'améliorer le potentiel local pour la faune entomologique, et donc évidemment pour tout le reste, l'IPM, etc. Et pas d'action avant sur les végétations. Donc, uniquement une fauche et broyage tardif. Ce qui est pas simple pour les exploitants, parce qu'évidemment il y a la gestion du risque incendie, etc., et ombrage des panneaux. Donc il y a une forme d'accord de trouver là-dessus. Mais ce sera évidemment une action annuelle par contre. Parce que là, nous, on cherche à garder le caractère pionnier. Donc il faut absolument que la végétation soit entretenue. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'on vous a déjà pris pas mal de temps en rab. Merci. Les fourrés qui vont être débroussaillés, enfin la mesure compensatoire, là, est-ce qu'on a fait des analyses de sol pour savoir si on est en capacité de retrouver le même type de biotope que ce qu'on avait actuellement, c'est-à-dire les milieux pionnés secs, des landes sèches qui sont évidemment favorables au Vano UP ou à l'Odicnem. Et je suis quand même assez surpris qu'on puisse compenser 10 hectares perdus avec 1 hectare pour le projet que vous évoquiez sur le Vano. Voilà. Enfin, le ratio de surface, est-ce que, vous expliquiez qu'il n'y avait pas de règle. J'imagine que c'est certainement ça la raison. Mais... Alors du coup, c'est pas de la compensation déjà, puisqu'on n'avait pas d'impact significatif sur l'espèce. Donc on est parti sur l'évaluation suivante pour le Vano ou voire même le Dicnem. Donc le Vano, on a entre 1 et 2 couples variables annuellement, globalement. Probablement en lien très fortement avec la nature de l'entretien sur site, très, on va dire, brutal. Et pour lequel d'ailleurs on n'avait aucune certitude que les nichés arrivaient à terme en fait. Voilà, donc ça c'est le premier constat. Donc 1 à 2 couples, voilà, avec la méthode que nous avons appliquée, qui n'est pas spécifique au site d'Anneville, mais qui est la méthode que nous appliquons dans tout volet naturel d'études d'impact, qui nous permettent d'évaluer les impacts. On arrivait à un impact de niveau faible sur l'espèce Vano UP. Ce qui reste non significatif, et on a souhaité, en accord avec la société TSE, réduire encore plus ce niveau d'impact. Et on part du principe que une partie du site restera, avec la gestion qu'on va mettre en place, très probablement toujours favorable à minima un Vano UP, compte tenu de ce qu'on a dit effectivement vis-à-vis de la remarque de James, c'est que vous êtes sur un site où il n'y aura pas plus de fréquentation qu'avant, si ce n'est qu'effectivement il y aura des PV en exploitation, mais très peu de perturbations en réalité, d'origine humaine. Et c'est un des facteurs, je pense, principaux pour la réussite de la nidification du Vano UP, c'est de garantir une forme de tranquillité au couple, et qu'il y ait des PV ou pas, le Vano, a priori, si son habitat est toujours présent, il devrait pouvoir toujours nicher. En tout cas, ça va faire l'objet de confirmation et d'un besoin de vérification avec le suivi des mesures. Et du coup, en plus de ça, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a pu aller trouver du foncier ailleurs, en accord avec la MRN. Et alors là, sur les ratios, évidemment, vu qu'on n'est pas sur de la compensation ni quoi que ce soit, et donc il n'y a pas de règle particulière à réduire en termes surfaciques ailleurs, on a pris ce qu'on a pu prendre. Et tout ce qu'on a pu prendre, c'est ce que la MRN a pu nous proposer, en fait. Là, ce qu'on vous a présenté en 1 minute, c'est un peu rapide, mais ça fait l'objet de temps conséquents de négociations pour trouver du foncier. C'est pas simple. Et voilà, en tout cas, nous, dans nos mesures, tout ce qui est bon à prendre, on prend, que ce soit 1 hectare, 200 mètres carrés, 3 hectares, 10 hectares. Et là, on a pu prendre ça, donc on a pris. Et sur la question sur les types de sols, dans la boucle d'Anneville, on est sur une topographie très très plane, en dehors des activités humaines de type carrière qui vous font des remblais un peu partout. Et donc on est sur quasiment les mêmes types de sols partout, très sableux, très perméables,
Et alors, on n'a pas fait d'études de sol particulières à cet endroit-là, mais la MRN avait, je pense, suffisamment de diagnostics initiaux pour que eux-mêmes avaient cet objectif en fait de réouvrir ces parcelles. Et ça a juste été la coïncidence des moments qui a fait que nous avions besoin de foncier à réouvrir. Eux avaient également ciblé ces zones-là, mais n'avaient pas les capacités financières et autres. Et donc, voilà, ça a été la bonne coïncidence. Merci beaucoup. On va prendre une dernière intervention. Merci. Je suis désolée, du coup, c'est une question vraiment de détail, mais pourquoi avoir pris une mesure d'accompagnement, je ne sais plus comment vous l'appelez, sur des terrains déjà gérés pour la biodiversité par la métropole et pas chez des privés, finalement, chez les carriers ou etc., qui auraient permis d'augmenter les surfaces protégées plutôt que de cumuler sur des secteurs déjà protégés? Alors déjà, c'est pour des soucis de facilité, parce que c'est plus facile de contractualiser avec un public qu'avec un privé. Du coup, on avait ce terrain à disposition, donc on a pu concorder tous les enjeux et toutes les volontés de tout le monde. Du coup, ça s'est plutôt fait comme ça, mais c'est vrai que sinon, si on n'avait pas de terrain public, on aurait dû chercher dans du privé, et pour le coup, ça aurait été beaucoup plus long, fastidieux, et c'est pas sûr qu'on aurait pu retrouver les mêmes surfaces, avec les mêmes habitats et les mêmes enjeux écologiques. Donc, Pour compléter la réponse, c'était sur des parcelles qui ont été actées comme des mesures compensatoires par anticipation aussi. Avant même la loi biodiversité et avant que naissent les situations de compensation, et maintenant de restauration et de renaturation. Donc c'est des parcelles qui étaient visées de toute façon pour des mesures environnementales. Oui, et en termes de gestion, en fait, pas grand-chose, alors de mémoire, pas grand-chose n'a été fait sur ces secteurs-là, hein, que ça appartienne à la MRN ou pas. Et donc, il y a eu vraiment cette opportunité, ce concours de circonstances où, à l'issue de la mesure, il y aura de la plus-value écologique par rapport à un fourré arbustif dense, dans lequel, effectivement, vous allez avoir une fauvette à tête noire et puis éventuellement une fauvette des jardins. Si vous avez de la chance, une babillarde. Mais là, l'idée étant d'aller orienter sur des milieux pionniers beaucoup plus rares et dans lesquels vous avez une biodiversité qui ne se développera nulle part ailleurs. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on conclue ici la journée. Merci à vous deux pour cette dernière présentation, très intéressante et riche. Il va me rester plus qu'à vous remercier tous d'être restés jusqu'à la fin de cette réunion. On a un petit peu débordé, il est 6h moins le quart. Donc voilà, j'espère que les interventions et les sujets vous ont plu. On va vous envoyer un compte-rendu d'ici quelques temps. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions, des sujets. On vous réorientera vers les différents intervenants. Merci encore à tous et je vous dis à une prochaine fois. Bon retour.